Toutes les 90 secondes, un cambrioleur s'introduit dans un appartement. Au total, près de 400 000 cambriolages ont été recensés en France l'année dernière. T'es pas perçu aussitôt en fait, parce que t'es parti. De quel type de serrure faut-il s'équiper pour se protéger? Vous allez voir comment on teste la solidité de votre porte. Mais attention aux marchands de sécurité indélicats. Certains serruriers sont dans le collimateur. Bonsoir. Merci. Je suis obligé de tronçonner. Vous êtes obligé de Tronçonner la serrure. De tronçonner la serrure? Aux États-Unis, pour vivre tranquille, vivons retranchés. Comme à Miami, dans le ghetto de luxe de Fisher Island. Bonsoir. La sécurité est devenue un marché très juteux. Il faut dire que les cambrioleurs s'attaquent de plus en plus au domicile de Monsieur Tout-le-Monde. Ils s'emparent de tout ce qui peut être revendu facilement et rapidement. Alors, pour dissuader les cambrioleurs, des sociétés proposent leurs solutions à coups de serrures élaborées, de blindage hermétique et de systèmes d'alarme dernier cri. L'équipe du droit de savoir les a testés pour vous. Vous comprendrez également comment certaines entreprises qui viennent vous dépanner chez vous, lorsque vous êtes à la porte, utilisent toutes les combines pour vous faire payer le prix fort. Vous verrez aussi qu'il vaut mieux lire attentivement son contrat d'assurance pour se faire rembourser après un cambriolage. C'est souvent un vrai parcours du combattant. Et puis, nous ferons une comparaison aux États-Unis. Il existe une île au large de Miami où la psychose sécuritaire est poussée à l'extrême. Des caméras sont installées partout. Sur cette île, tout le monde vit en liberté surveillée. Voici Se protéger à tout prix, enquête sur le marché de la sécurité, signé Laurent Chung-Ming et Grégoire Bardin. Paris, au cœur des beaux quartiers. Le retour des vacances de février sonne la haute saison pour les cambriolages. Il est 19h30, une jeune femme vient d'appeler le commissariat le plus proche. Profitant de son absence, on s'est introduit chez elle. Il faut dire qu'à cette période de l'année, ce sont chaque jour près de 50 coups de fil de ce genre que reçoit la police. À leur arrivée sur place, les agents découvrent une victime au bord des larmes. Amélie a 26 ans, elle rentre tout juste de week-end. Son studio est sans dessus-dessous. Tous ses objets de valeur ont été dérobés, tous. Je suis éducatrice de jeunes enfants. Ça lui est déjà arrivé il y a quelques mois. C'est impressionnant quand même parce que... On me sent un petit peu élevé quand même, hein. Bah carrément, surtout que là, en plus, moi, tout s'accumule, j'ai plein de choses qui m'arrivent en ce moment, donc là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi, c'est... Mais surtout, le deuxième, quoi, c'est... Pour les personnes victimes, est-ce qu'il y a un petit suivi psychologique, éventuellement? Chez nous, non, pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. C'est vrai que des fois, ils en auraient besoin parce que sont assez déprimés, découragés, parce qu'il y a des fois, c'est catastrophique, hein, quand même. Bijoux, vêtements, disques, les objets les plus faciles à emporter et à revendre ont été volés. Mais... Ah. Mes habits sont où? Tous mes habits. Bah là, il y avait plein de vêtements. Ah bah d'accord. Et bah oui, je suis en train de nettoyer les vêtements d'un seul coup, là, en fait, ça me... Bah oui, j'avais plein de vêtements. Il était plein, en fait, le porte-manteau. Oh, putain. Excusez-moi. Oui, d'accord. Donc, j'avais acheté d'autres paires de chaussures, elles sont parties, qui étaient toutes neuves, qui étaient très chères. Bah oui, ils sont partis, super. 10 minutes plus tard, la police scientifique débarque. Donc ils sont passés par là et après donc j'avais une clé, j'avais un double de clés. Et donc ils ont pris la clé, ils l'ont mis dans la serrure et ils sont sortis. Oui, je regarde la... Commence la recherche des empreintes digitales et de toutes autres traces laissées par le cambrioleur. Tous les meubles et objets touchés par le visiteur sont examinés, emballages abandonnés, boîtes vidées de leur contenu, sans succès. L'analyse de l'encadrement de la fenêtre ne donne rien non plus. Le voleur n'a laissé aucun indice, il portait des gants. Malheureusement, on n'a rien trouvé là. Enfin, j'ai l'impression que le voleur ne s'est pas éternisé dans les lieux, hein. Il a tout de suite trouvé vos bijoux et il a pris la poudre d'escampette assez rapidement, hein.
Pour moi, il est resté longtemps. Ouais. Parce que pour qu'il ait pris quand même, il a bien regardé partout, pour qu'il ait pris le gel douche, les médicaments, parce qu'il a vraiment bien regardé partout. Il y a plein de petites choses qui sont parties, des détails. Ils étaient plusieurs, ça a dû se faire quand même assez vite. Hein. Oui, donc il y avait... Donc j'ai l'impression qu'ils étaient plusieurs, c'est pour ça que je dis ça. Maintenant, je suis plus tranquille. Là, ici, je m'en fous, même s'ils m'ont pris des trucs, de toute façon j'ai rien à voler, donc voilà. Mais c'est surtout que maintenant ça me fait peur parce que savoir que n'importe qui peut venir là chez moi, voilà quoi. Il faudrait peut-être faire mettre des barres en fer. Oui. Bon courage, monsieur. Ben, merci. En France, l'année dernière, on a enregistré un cambriolage toutes les 90 secondes. Dès le lendemain, Amélie fait appel à une société spécialisée. Bonjour, c'est René. Bonjour. Bonjour. Métallurgiste, ce que vous voulez. Elle veut changer sa serrure et renforcer le verrou de la fenêtre par laquelle le voleur est entré. Je pense que c'est la priorité, c'est surtout la petite fenêtre parce que elle ferme pas du tout, donc un coup, elle souffle toute seule. Hein. C'est facile de l'ouvrir. Déjà mettre un verrou de blocage, déjà au niveau, on va pas vous mettre un blindage là-dessus, mais vous mettez un verrou de blocage qui va bloquer. Le carreau, c'est une facilité extrême, on le casse, on rentre. Et vu de l'extérieur, c'est encore plus frappant. Force de facilité, la poubelle, on monte dessus, on casse. Faut bien se dire que c'est même plus besoin d'échelle, donc c'est la porte ouverte là. Hein. Donc ça veut dire que la personne arrive, monte sur la poubelle, casse le carreau ou donne un coup d'épaule sur le truc, sur la fenêtre pardon, si elle n'est pas fermée. Donc c'est la porte ouverte. Hein. Voilà. Donc, avec cette démonstration, on comprend pourquoi les rez-de-chaussée sont les cibles de prédilection des cambrioleurs. Et on est à l'intérieur. Vas-y, rentre même si tu veux. Donne-moi l'ordinateur. J'ai un bon. Non, je déconne. Si je le prends chrono-main, mais avec les meilleures des montres, j'ai mis 3 secondes. Hein. Lui, il a mis 3 secondes et moi aussi. Hein. Moi, je voudrais absolument faire quelque chose, qu'on mette des barreaux, par exemple, mettre des barreaux. Voilà, c'est ce qu'on appelle faire un barreau-bage. Vous voyez, l'immeuble en face, les petites fenêtres, elles sont toutes barreaudées, jusqu'en haut même. Donc là, après, pour passer un corps, c'est injouable. Et alors, pour avoir une idée des prix pour un barodage, ça, c'est du fait sur mesure. Hein. Il faut compter environ entre 400 et 600 euros. Parce que c'est du fait sur mesure. Hein. Et après, un verrou qui vaut, on va dire, 80 euros à l'intérieur pour fermer la fenêtre aussi. C'est coûteux et ce n'est pas fini. Il faut aussi remplacer la porte et la serrure. Alors la porte, là on est on va dire au ras de sol de la gamme. Porte en bois, serrure ordinaire, un point d'ancrage, donc rien du tout. Facile à ouvrir, 30 secondes. Voilà. 30 secondes sans aucun bruit. Hein. Franchement, sans aucun bruit. Un spécialiste n'a besoin que de quelques secondes en effet pour en venir à bout. S'il s'agit du multipont, on met le pied en bas. Oui, là, voilà, d'accord. J'ai donné un petit coup en bas, elle s'est ouverte. Amélie, je suis désolé. Oui. Mais moi, je la ferme toujours à clé, donc ça, c'est quand elle n'est pas fermée à clé. Voilà, donc, ok. Bon, si elle est fermée à clé, c'est encore plus simple. Il suffit de rentrer un tournevis, donner un coup de marteau, un coup sec, et la serrure, elle saute. Parce qu'elle est maintenue par du bois. Mais là, franchement... Voilà. Amélie, dans ce que vous entendez, c'est pas très rassurant. Bah non, du tout. Moi, je pensais pas que ma porte était comme ça, quand même. Là, on est dans le plus bas de la gamme. Hein. C'est-à-dire, là, on rentre avec une 2 chevaux et il n'y a même pas de fenêtre. Hein. Donc, on est dans le summum du bas de gamme. Hein. Je vais être franc avec vous. Je suis pas là pour cacher ce que je pense de votre porte. 780 euros au minimum qu'il faut ajouter aux 680 euros de la fenêtre. Total, 1460 euros, bien au-dessus des moyens de la jeune femme. Amélie, est-ce que vous êtes prête pour votre sécurité à débourser 1500 euros pour avoir une sécurité Ben non. Non, parce que c'est trop. Et puis surtout que je suis pas propriétaire, donc je suis que locataire, donc pour moi ça sera propriétaire de voir ça et voilà. C'est trop cher, c'est pas possible. Aujourd'hui, il faut disposer d'un budget confortable pour se protéger des cambrioleurs. Dans les grands magasins, depuis 10 ans, les rayons consacrés à la sécurité prennent de plus en plus de place. Et malgré les prix élevés, la demande est forte. Portes blindées, serrures et clés, la gamme de produits proposés s'élargit chaque année. Ces derniers mois, le territoire du chef de rayon sécurité s'est encore étendu.
il y a une évolution assez importante de la gamme depuis ces dernières années, et notamment, c'est-à-dire de l'ordre de 20% à peu près, de références en plus depuis 4-5 ans. Vous avez surtout le cœur du marché qui reste les serrures 3 et 5 points, et puis après on prolonge sur les verrous et serrures à encastrer. Une bonne protection coûte cher. 500 € pour une porte blindée premier prix. Encore plus pour un modèle supérieur. Là, une 14 points, faut compter à peu près aux alentours de 3 000 €. 3 000 €. Ouais, ah oui. 3 000 €, oui, là, sans la pause. Ça voilà. commence à faire, là. Oui, oui. Mais c'est vrai que là, ça reste vraiment le top des tops. Et ça, les gens sont... Enfin, vous dites que ça se vend bien, donc les gens sont prêts à mettre 3 000 € pour une porte. Ah oui, oui, complètement, oui. C'est toujours pareil, hein. Dès l'instant qu'on a eu des déboires de cambriolage déjà, on est prêt à investir beaucoup plus. Alors pourquoi faut-il dépenser autant pour se protéger efficacement? La réponse est apportée par le premier fabricant de portes et de serrures d'Europe. Il est installé depuis près de 2 siècles dans la Somme à Oust-Marais. Dans ses ateliers, on ne fabrique que du haut de gamme. Bonjour monsieur. Voici le directeur, il explique pourquoi une serrure dernier cri coûte aussi cher. Ils veulent voir l'horlogerie. L'horlogerie, c'est l'endroit stratégique de l'atelier où l'on assemble le cylindre, le cœur de la serrure. Un travail d'orfèvre, réalisé à la main par des ouvrières spécialisées. C'est bon, le passage il est bon. 116 pièces de quelques millimètres minutieusement ajustées. Ces serrures fabriquées main coûtent jusqu'à 1 500 €. Chaque modèle est unique. Il y a combien de combinaisons? Il y a 100 millions de combinaisons. Ce qui fait que nous ne refabriquerons jamais une clé similaire à celle que vous avez. Dans cette usine, on monte aussi des portes. Une dizaine de modèles sortent des ateliers. Pour répondre à la demande, on propose une gamme qui permet de toucher tous les types de clientèle. Et ça commence avec la porte la moins chère. C'est la première serrure multipoint de Pays Étoile que nous vendons encore, qui est la version la plus simple d'un boîtier point haut, point bas. Une porte de base. Or, elle coûte déjà 900 €. Et ce n'est rien par rapport au modèle Star. La plus solide, G375, la plus solide. Le Must, le haut de gamme, en 3 étoiles. Qu'est-ce qu'elle a de spécifique, cette porte? Vous pouvez nous la décrire, nous la détailler point par point? Alors, le plus important, c'est effectivement la tôle de blindage. Le blindage, il est bien sûr à l'intérieur de la porte, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et la serrure est équipée de 4 fois 3 pennes ronds, donc 12 pennes ronds plus 2 au niveau central. Ça vous fait 14 pennes cylindriques. Ça me coûte combien si je fais poser ça chez moi aujourd'hui dans un appartement? Alors, dans ce cas-là, ça vous coûte à peu près 3 000 à 3 600 €, plus dans cette version-là avec bois, revêtement de bois un peu plus cher. C'est-à-dire 4 500. Quelle garantie nous offrent toutes ces portes? Quelle résistance oppose-t-elle quand un cambrioleur tente de les fracturer? Il existe en Normandie un lieu où l'on passe son temps à fracasser des fenêtres, des serrures et des portes pour tester leur performance. Le Centre national de protection et prévention, chargé de décerner un label de qualité à chaque produit mis sur le marché. Travaillent ici 260 personnes, dont la moitié sont des experts qui jouent les cambrioleurs. Ces techniciens ont pour mission de forcer tout ce qu'on leur confie. Aujourd'hui, c'est une porte premier prix à 300 € proposée par un magasin de bricolage. On a vraiment affaire à de la porte basique qu'on va trouver dans des résidences pavillonnaires, quoi, construites comme ça, donc toutes les mêmes portes pour tout le monde. Au départ, chaque expert dispose d'un marteau, de 2 tournevis et de 2 pinces pour s'attaquer à la porte dont il doit venir à bout. Plus elle résiste, plus son label de qualité sera élevé.
Pour cette porte, en 39 secondes, l'affaire est réglée. Et ça peut encore aller beaucoup plus vite, vu la minceur de ces panneaux. Voilà. Combien de temps vous avez mis, pouvez nous dire? Bon, voilà, je suppose que j'ai dû mettre à peine 5 secondes. Allez voir pour voir. Sur le chrono. À 2. Bientôt 3, mais bon, 2. Certificat de sécurité évidemment refusé pour ce modèle. Le suivant est d'un autre niveau, il s'agit d'une porte haut de gamme, à près de 5 000 €. Alors le cambrioleur agréé ajoute quelques outils à son matériel de base. Donc là, qu'est-ce qu'on a par exemple, à vue de nez? Bah là, un jeu de tournevis, bon, ça reste basique. Des burins plats, déjà on commence à avoir quelque chose de plus costaud. Le pied de biche, on l'a toujours. Le marteau, on peut prendre des cales en bois aussi. Et puis là, une plume, déjà, ça fait déjà du beau matériel. On peut aussi utiliser la masse. Et puis l'outil électrique là Oui, la perceuse, oui. La perceuse qu'on va utiliser au niveau de la serrure. La première attaque se concentre sur la serrure. Après quelques minutes d'assaut, c'est la perceuse qui s'incline. Pourquoi ça fume là? Bah parce que le métal chauffe, hein, je perce assez fort. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Bah là, en l'occurrence, j'ai cassé mon forêt dedans. Montrez. Bon, en l'occurrence, comme je vois que ça passe pas, je vais essayer autre chose. Ok. Au bout de 10 minutes d'efforts infructueux, changement de stratégie. L'attaque est lancée au burin sur les côtés. La poignée saute, la garniture du cylindre aussi, mais la serrure ne cède pas. Alors il faut tenter l'offensive frontale. Le trou dans la porte. Donc là, vous avez fait quoi là, Guillaume? Vous avez. Pour l'instant, j'ai juste retiré la première tôle. Ouais. Ça, c'est juste une tôle de déco. Ah. La sécurité, elle est pas là, c'est tu derrière. Ah d'accord, donc c'est pas gagné là? Ah non, c'est pas gagné là. Ok, allez-y. 15 minutes plus tard, la porte résiste toujours. L'expert emploie alors l'artillerie lourde. Au bout d'une demi-heure, toutes les attaques ont été repoussées. De quoi décourager les cambrioleurs les plus têtus, sans parler du fracas provoqué par l'assaut. Exténué, le spécialiste jette l'éponge. Bon, de toute façon, laisse tomber. Ouais, c'est pas possible pour vous arrêter de décourager? Oh ouais, là, j'y arriverai jamais. Hein. Bah, déjà, je sais pas où j'en suis dans le temps. Mais ça avance pas vite. La tôle est très épaisse, et vous imaginez très bien que celle-là. Et encore sa copine derrière. C'est-à-dire? Bah là, vous avez... Je suppose qu'il y en a deux sur ce modèle-là. Vous avez une première tôle. Et après, vous imaginez bien qu'après, j'ai l'isolant. J'ai un isolant, j'ai de la laine de verre. Donc après, il faut bien penser qu'il y a encore une autre tôle derrière. Ah bon? Et bien sûr, il ne peut qu'attribuer la note maximale à ce modèle. Malheureusement, les voleurs ne tombent pas toujours sur des portes aussi récalcitrantes. À Montpellier, le jeune homme que vous voyez ici a 22 ans et il est soupçonné d'avoir une trentaine de cambriolages à son actif. Ses cibles de prédilection sont justement les appartements mal protégés. Les policiers viennent de l'interpeller et ils se rendent chez lui pour tenter de trouver les objets qui ont été dérobés. T'estimes à combien de casses? Je sais pas. T'estimes à combien? Combien t'en as fait en gros? 11-12 à peu près, voire 15 à peu près. Les téléphones portables, qu'est-ce que tu en as fait par exemple? Il y en a que j'ai jeté parce que c'était des anciens que même si je les vendais à 5 €, je les vendais, c'est les 3310, les vieux là. Et les DVD, tout ça, tu les vendais les DVD? Les DVD, j'en ai chez moi là. D'accord, donc tu les as pas revendus? Non. D'accord. Des bijoux, tout ça? Bijoux, c'est vendu aussi par. T'as tout vendu? Ouais. À Lyon, chaque fois? À Lyon. Le cambrioleur présumé a, semble-t-il, joué les montes en l'air pour s'introduire chez ses victimes. Ben, tu vois, le même mode opératoire, l'escalade. L'escalade, il rentre, soit les volets sont fermés, il élève, il rentre. Soit les volets sont ouverts et il force les baies vitrées. Et c'est facile à faire, ça? Ben, moi, je pense pas y arriver. Non, c'est quand même un mode opératoire
faut être athlétique, on va dire. La perquisition s'avère fructueuse. Ah, c'est le fameux écran LCD, ça. Ouais, quand on se pose la question. Voilà l'écran LCD. Le PC, là. Le volet aussi. D'accord. Ordinateur, appareil photo, téléphone portable, bijoux et DVD. La brigade des cambriolages de Montpellier met la main sur un important butin. Le studio de 20 mètres carrés où vit le jeune voleur présumé ressemble à une caverne d'Ali Baba. Ça part très vite, c'est revendu très rapidement. Ça repart. Généralement dans les 48 heures c'est vendu. Surtout c'est du matériel facilement vendable. Ordinateur, télévision LCD, ça se vend facilement. Le suspect a été interpellé avant qu'il n'ait eu le temps d'écouler sa marchandise. Il y en a même sur le balcon. Visiblement, ces dernières semaines, le jeune homme semble avoir eu une grande activité. Tout ça, c'est ça. Là aussi, c'est quoi ça? Bon. Vous avez cassé combien d'appartements? Je sais pas. Vraiment aucune idée? Je pense qu'on s'oriente sur 15, mais vu ce qu'on découvre, on va multiplier par 2. Les victimes vont être contentes, voilà, notre plaisir, c'est ça, faire des victimes heureuses. Allez, on y va. Les policiers ont rempli 5 sacs d'objets en tout genre, ils reconduisent le jeune homme au commissariat. Son profil est celui qu'on rencontre le plus en matière de cambriolage. Il est jeune, peu organisé et ne s'attaque qu'à des cibles faciles. Il recherche des frissons et de l'argent rapidement gagné. Et tu sais pourquoi tu as fait ça? C'était comme une obligation, quoi. Parce que j'ai pris conscience que j'étais un peu malade quand même. Et qu'il fallait que je règle rapidement ce problème, quoi. Quand je grimpais des murs ou quoi... T'avais du plaisir. Voilà, quoi. C'était du plaisir. Oui, mais quand même, c'est un peu l'amour de l'argent facile, parce que tout le matériel dérobé, vous a rapporté... Je travaillais aussi, donc c'était pas aussi forcément ça. Tu sais ce que tu risques ou pas? On m'a dit, ouais. C'est quoi? 3 ans de prison, à peu près. Tu penses que c'est normal? Je peux pas juger moi-même, hein. Je sais pas du tout. Allez, stup! Au commissariat, on commence à chercher les victimes du casseur présumé. Allô? Oui, bonjour, c'est la brigade des cambriolages de Montpellier. Je vous appelle car vous avez été victime d'un vol effraction. D'accord, on a interpellé l'auteur du vol qui est dans nos locaux. Et il faudrait venir à notre service essayer de reconnaître pas mal d'objets. Le butin retrouvé est présenté sur une table dans le couloir. Le défilé des victimes peut commencer. Chaîne en or de la mère de ma femme, parce que sa mère est décédée et c'est le seul truc qui lui reste. Et ben voilà. Ça et nous on les condamne pour vous. Eh ben ça, ah bah et toute la boîte. Ouais bah c'est oui tout ça. Voilà. Et ben, des trucs qu'elle avait pas vu, ça et ça. Les 2 Macs. Celui-là. Et voilà. Les ordi, bon, tout ce qui a de la valeur quoi. Enfin sentimental, c'est ce qu'on dit. Après bon, un ordi on le rachète, hein, tout ce qu'il y a dedans, les 600 photos des gamins qu'il y a dedans. On n'en trouve pas. La télécommande. Après, les 2 pantalons. Friends saison 10. Ça. Ouais, mais ça, il y en a plusieurs. Ok, donc là c'était grec. Parmi les cambriolés, l'ambiance est à l'incrédulité, teintée tout de même de reconnaissance. Tant mieux, hein. Ils ont bien fait leur travail. Je vais voir celui. Moi tes bras. Pour le jeune homme, la journée s'achève en cellule. Il a été condamné à 16 mois de prison, dont 8 fermes. Il a interjeté appel. Retrouver son bien après un cambriolage reste extrêmement rare. Seulement 2% des objets volés sont restitués à leurs propriétaires. Pour les 98% restants, il faut demander un remboursement aux assurances. Et très peu d'assurés constituent un dossier irréprochable.
Il faut tout penser avant. Je dirais que le problème de l'assurance en France, c'est que les Français, ils ne pensent à l'assurance que le jour, enfin, le lendemain d'avoir été cambriolé ou d'avoir eu un incendie. Il faut y penser avant. Cet expert assiste les particuliers en litige avec leur assurance. Voici quelques tuyaux pour se faire rembourser dans les meilleures conditions. Mes habits sont où? Les habits. Mes habits sont où? Bah là, il y avait plein de vêtements. Premier conseil, en prenant l'exemple de la jeune femme cambriolée au début du reportage. Bah oui, j'avais plein de vêtements. Il faut régulièrement répertorier ses biens. Porte-manteau. Voilà un cas typique d'une réaction d'une personne qui a été cambriolée. Elle ne sait plus ce qu'on lui a volé. Elle ne sait pas. Elle est rentrée dans sa pièce. Manifestement, il y a beaucoup de vêtements qui sont disparus sur le porte-vêtements. Elle s'en rend pas compte. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut absolument, dans sa maison, dans son appartement, faire un inventaire de tout ce qu'on a dedans. Parce qu'une fois que les choses sont disparues, ben vous allez en oublier 30, 40, 50, 60%. Hein? Vous voyez tellement les objets que vous ne les voyez plus. Un simple inventaire ne suffit pas. Pour se faire rembourser, il faut prouver l'existence et la valeur de ces biens. Les factures, mais aussi des photographies, mais pas dans n'importe quelle condition. Les objets, c'est en situation qu'il faut les photographier. Exemple de situation. Eh bien, tiens, j'avais un beau collier. Oh, on le trouve au baptême de votre aîné. On le retrouve à la communion solennelle de l'aîné. On le trouve à son mariage. Hein, en 20 ans ou 30 ans de temps, on voit toujours le même collier. Voilà, on amène une présomption très forte de la possession de l'objet. Parce que si on fait pas ça, qu'est-ce qu'il peut penser l'assureur? On peut très bien penser que vous avez ratissé large dans votre famille, vos amis, vous avez tout là, vous avez fait une exposition d'objets qui vous appartiennent pas pour escroquer l'assureur. Restent ensuite les dispositions que vous avez prises pour sécuriser votre domicile. Si votre assureur juge qu'elles étaient insuffisantes au moment du cambriolage, il peut refuser de vous rembourser. Ben moi, je dirais que si j'étais la jeune dame, la jeune fille, je me retournerais contre le propriétaire. Il vous doit le clos et le couvert. Hein, vous avez un contrat de location d'un appartement, il faut que les fermetures fassent leur office. Si la porte ne ferme pas, la fenêtre ne ferme pas, c'est de la responsabilité du propriétaire. Moi, je mettrais en cause la responsabilité du propriétaire. Le litige avec l'assureur peut aussi porter sur le montant à rembourser. Cambriolé il y a 2 mois, Laurent estime le préjudice subi à 40 000 €. Face à lui, l'expert mandaté par son assureur, qui ne veut débourser que 20 000 €. Aujourd'hui, les deux hommes se rencontrent pour tenter de trouver un accord. Et pour remporter ce bras de fer, l'assuré doit présenter un dossier solide. L'assurance, ça se prépare. Ça ne se subit pas. On a tort de dire que, de toute façon, on est toujours volé par les assureurs. C'est faux. Si vous avez un dossier qui est bien préparé avant d'avoir un sinistre, vous pouvez être remboursé correctement. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Ça va et vous? Oui. Si vous voulez me suivre, prenez vos affaires. Oui. Parfait. Laurent avait bien pris la précaution de faire des photos de ses biens les plus précieux. Mais il s'agit de bijoux de famille et donc il ne peut fournir aucune facture. Donc là, alors oui, voilà. C'est l'article qui va me poser un problème. Un litige intervient sur ce bracelet, sans facture. Difficile pour l'assurance de déterminer sa vraie valeur. C'est ma bonne foi vis-à-vis de la bonne foi de l'assurance. Alors, oui. La seule chose que j'avais dit, c'est qu'il y avait écrit souvenir, c'était en or. J'avais estimé un bien, je voulais un 1800 €. 800 €. Et là, je vois un remboursement 180 €, 10%. Alors non, c'est pas une question de pourcentage. C'est en fait le problème, c'est que on n'a pas possibilité de connaître la matière qui peut être effectivement en or plein, en or creux, ça peut même être un bijou fantaisie dorure. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la bonne foi, elle est présumée, mais il y a ensuite, malgré tout, un devoir d'apporter des justifications non équivoques qui permettent d'être certain. Or, on est certain de rien. Ce qui pose problème pour vous,
Et ça rejoint ce qu'on s'était dit la dernière fois, ce sont les bijoux de famille finalement. Oui. Parce que là, vous n'avez vous avez beaucoup plus difficilement... Réellement, j'ai aucun justificatif hormis ces photos. Même histoire avec cette épingle à cravate ornée d'un diamant. L'expert ne propose que 10% de la valeur réclamée par l'assuré. Cette épingle de cravate, elle est indiquée avec un diamant 0,50 carats. La photo est pas bonne. Oui. On voit même pas qu'il y a une pierre. Oui, d'accord. On n'arrive pas à le voir. Donc je suis un peu bloqué pour pouvoir estimer en connaissance de cause ce que ça peut être. Est-ce que vous pouvez avoir la certitude que l'épingle de cravate, elle vaut bien 800 €? Est-ce que vous êtes capable de le dire? Personne peut le dire. Ou la certitude qu'elle ne les vaut pas. Mais, attendez, article 1315 du Code civil, quiconque demande l'exécution d'une obligation doit la prouver en préalable. Donc c'est quand même pas à l'assureur de prouver que ça n'est pas ce qu'on lui réclame. C'est au demandeur de prouver que ce qu'il réclame est justifié. Laurent n'a pas apporté de preuves assez solides pour que l'expert revoie son chiffre à la hausse. Il n'obtiendra que 19 000 € de remboursement, la moitié de ce qu'il attendait au départ. Il aurait pu toucher davantage s'il avait fait expertiser ses bijoux avant de se les faire voler. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller voir votre bijoutier habituel et lui demander une estimation? C'est tout, il va vous faire une estimation en disant bah ça c'est un bijou de tant de carats, etc. C'est-à-dire que et quand on a un en bijou général, de famille, le conseil qu'on peut donner quand on a un bijou de famille où on n'a pas de facture puisque c'est un bijou qui date de... Mais il faut le faire estimer. Si les assureurs se montrent intransigeants avant tout remboursement, c'est parce qu'en matière de sécurité, il existe beaucoup d'arnaques. Les assurances, mais aussi les consommateurs, sont les cibles de choix pour tous ceux qui profitent du climat d'insécurité pour s'enrichir. Exemple, dans le milieu de la serrurerie, infiltré par des entreprises aux pratiques douteuses. Pour les mettre à jour, il nous a suffi de claquer notre porte en laissant nos clés à l'intérieur. Impossible donc de rentrer chez soi. Oui, bonjour monsieur, je vous appelle parce que j'ai oublié mes clés à l'intérieur de chez moi. Et donc voilà, je peux pas ouvrir. Ce serait possible de faire venir un serrurier? Pour ouvrir la porte, nous recourons d'abord au service d'un serrurier recommandé par les assurances. Bonhomme. Merci. Donc, alors normalement, allez, il résout le problème en un tour de main, sans abîmer la porte ni la serrure. Partir. Et alors là, qu'est-ce qui se passe, monsieur? Parce que vous êtes... faut quoi? Faut changer la serrure? Ça va me coûter combien, ça? Faut changer la serrure? Non, faut pas la... Non, il va pas falloir changer la serrure. On va pas détériorer la porte. Théoriquement, ça va s'ouvrir très facilement. Une porte claquée, on l'ouvre très rapidement, sans casser quoi que ce soit. On casse rien. J'utilise une radio. Tout simplement, une radiographie. Tout simplement. Absolument. Et théoriquement, ça se passe très très bien. Voilà. Mission accomplie, sans dégâts. Facture 110 €. 110 € pour le déplacement. Bonsoir. Merci. Le second serrurier que nous appelons est moins scrupuleux. Je suis obligé de tronçonner. Vous êtes obligé de Tronçonner la serrure. De tronçonner la serrure? Vous avez un retour ici. Et ça veut dire quoi, tronçonner? Parce que là, il faut remplacer après. Vous êtes obligé de Tronçonner. J'arrête. Donc, déjà, il y a déjà une grosse faute professionnelle, parce que en ayant oublié ses clés à l'intérieur, on tronçonne pas la serrure, jamais. C'est-à-dire que la porte, quand elle est claquée, uniquement claquée, on l'ouvre sans faire de détérioration, quelle que soit la serrure, quelle que soit la porte. Pour que je puisse ouvrir, il faut que je perce la porte, donc la serrure, et je vous la remplace après. Sachant que c'est une grosse serrure que vous avez, ça coûte pas... C'est pas donné. C'est-à-dire que là, je suis obligée de changer la serrure. Ah, obligé quoi qu'il arrive. Vous n'avez pas le choix. Bon. Vous n'avez pas le choix et il faut compter 800 €. C'est presque 8 fois plus cher que le serrurier précédent. Ah, quand même. Quand vous entendez ce prix-là de 800 €... Ça me fait bondir. C'est-à-dire que 800 €, enfin, il vous annonce 800 € d'emblée, encore une fois, sans avoir vu ce que c'était exactement comme modèle de serrure.
la marque, il le voit par l'intermédiaire du canon qui ressort de la porte côté extérieur, mais sans voir le modèle exact de la serrure, il vous annonce 800 €. Avant de faire quoi que ce soit, il a encore sa sacoche en main, il n'est pas encore arrivé et qui vous annonce déjà 800 €. Donc ça, c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Non, mais j'ai pas 800 €. Si l'on hésite à payer une telle somme, il propose carrément une fraude à l'assurance. Je peux rien faire pour vous sinon. Il n'y a pas... Je peux vous faire marcher ça dans l'assurance si vous voulez. C'est-à-dire? C'est vrai, vous avez une assurance habitation? Oui, bah oui. D'accord, donc je peux vous faire passer dans l'assurance habitation si vous voulez. Comment on fait? En tentative d'effraction, tout simplement. Oui, mais j'ai juste perdu mes clés. Oui, mais ça, ils sont obligés de savoir. Alors, très grosse faute. Disons que là, il va se servir d'un moyen d'une tierce personne, enfin d'une tierce, en l'occurrence l'assurance, pour éviter à la cliente de payer ses frais et de les faire payer par l'assurance. Donc, c'est vrai que c'est alléchant par rapport au client parce que lui, il a plus rien à payer, mais c'est interdit. C'est complètement interdit, c'est illégal, les assurances sont pas là pour ça. Qu'est-ce qu'on risque justement avec une escroquerie à l'assurance? Ah bah qu'est-ce qu'on risque? Si l'assureur le découvre, il risque d'une part de ne pas vous rembourser, et ensuite vous attaquez au tribunal pour escroquerie à l'assurance. Et qu'est-ce qu'on risque? Ah bah vous risquez des amendes, vous risquez des dommages et intérêts, et peut-être la prison. Déjà, est-ce que vous pouvez m'ouvrir? Oui, et moi, déjà, à condition que vous remplacez la serrure. Si le client renacle toujours, il l'effraie en jouant sur le sentiment d'insécurité. moi je reste chez moi ce soir. Ouais, mais et alors, vous rentrez chez vous, quelqu'un vous vient, il vous met un couteau sur la gorge, vous faites quoi? Vous faites quoi maintenant? Vous allez dire c'est moi, c'est de ma faute? Ah non, on n'a pas l'air. Voilà, ouais, mais bon, là vous dites ça, mais si quelqu'un rentre chez vous. Donc là, je me permets d'arrêter aussi. Bon, là, c'est clair que il trouve tous les arguments possibles pour vous faire peur, et donc vous obliger à ouvrir cette porte. Face à ces pratiques, les experts appellent à la prudence. Vigilance recommandée à l'égard des entreprises dont les prospectus inondent vos boîtes aux lettres. Ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, elles sont les plus faciles à joindre en cas d'urgence. Et si toutes n'essaient pas d'abuser de la situation, c'est parmi ces sociétés qu'on recense aussi le plus de dérapages. Si je peux me permettre, il y a une chose qu'il faut jamais faire. Alors je sais pas si c'est important, c'est ne jamais, vraiment jamais appeler une boîte de dépannage qui fait plusieurs professions à la fois. Dès que vous avez une carte qui démontre tous ces métiers, faut pas les appeler. Pourquoi? Parce que vous êtes quasiment sûr derrière de tomber sur une boîte d'arnaque. À la répression des fraudes, on connaît bien ce type de méthode. Certaines entreprises ont été condamnées il y a quelques années et un certain dirigeant ont fait de la prison ferme où il y a eu évidemment des amendes également. Ce qui revient le plus souvent, c'est la non-présentation de devis, la non-remise de notes, la publicité mensongère, l'abus de faiblesse. Nous nous sommes intéressés à l'entreprise qui nous a envoyé le second serrurier. Retrouver son siège n'a pas été une mince affaire. 3 adresses figurent sur le prospectus. La première est un bureau vide. La seconde est un local fermé qui sert de façade publicitaire. La troisième est également vide. En consultant le registre du commerce, nous localisons enfin le siège social au nord de la capitale. Pour interroger le patron sur ses méthodes, nous nous présentons en caméra cachée pour un entretien d'embauche. Voici ce qu'il explique à un serrurier qui postule chez lui. Excusez-moi, j'ai... En général, quand on a un rendez-vous à 10h30, on est là 10h20. Ouais, je sais. Si vous avez besoin de gagner de l'argent, vous avez tapé à la bonne porte. Ici, mes dépanneurs, ils gagnent tous 5 000 €, 6 000 €, 7 000 €. Annoncer les 5-6 000 €, bah, c'est tout simplement parce que derrière, vous avez un chiffre qui fait que, il y a une arnaque, quoi, automatiquement. Hein. Les devis que je fais, il faut qu'ils soient acceptés par le client, quoi, en gros. Donc, faut pas que je fasse de devis trop cher non plus, quoi. Oui, mais bon, faut pas faire trop cher, mais il faut faire que ça passe, quoi. Un cylindre fini, j'ai trouvé le vendre entre 800 et 1200 €. Ouais. Une serrure, j'aurais trouvé la vendre entre 700 et 1200 €. Une serrure, dessus, un verrou, vous achetez 15-20 €, même si vous vendez 300-400 €, c'est très bien. Quand il annonce déjà le prix à son technicien en disant tu peux vendre le cylindre derrière chez 800 ou 1200 €, il est déjà quasiment 2 fois plus cher que la normale, voire 3 fois plus cher. Une fois qu'on a ouvert la porte, on est obligé de remplacer. Faut bien faire croire ça au client. Donc si on casse, parce qu'il n'y a qu'une seule solution d'ouvrir pour nous, c'est casser. Ouais. On n'ouvre pas la radio.
La radio, c'est pour les voleurs. Et les passes, c'est pour les cambrioleurs. Nous, madame, on est des serruriers. On n'est ni des voleurs, ni des cambrioleurs. Ça, c'est pour les voleurs. Nous, on est des serruriers de métier. Donc, moi, je suis obligé de vous casser la serrure proprement. Pas la porte, madame, hein, la serrure. C'est-à-dire que vous allez rien voir. Je vous remplace la serrure, je vous fais une attestation, vous êtes remboursé la totalité. Mais à chaque fois qu'on casse, on est obligé de remplacer. Mais elle est pas remboursée si elle a oublié ses clés, elle est pas remboursée. Mais elle va pas dire qu'elle a oublié ses clés, puisque vous avez marqué tentative d'effraction. D'accord. Tentative d'effraction, ça veut pas dire qu'on est rentré chez elle. Tentative d'effraction, c'est-à-dire que de l'extérieur, elle a rentré sa clé, ça ne tournait plus. Ça s'appelle une tentative d'effraction. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas des escrocs. Comme tout ce qu'on voit à la télé. On est des gens sérieux. Moi, ça fait 8 ans que je suis ouvert. En 8 ans, j'ai ouvert 8 sociétés. D'accord? Donc nous, si c'est pour escroquer les gens, ça nous intéresse pas. On veut pas escroquer les gens. Ouais, mais alors moi... Il y a plein de petits cons qui nous cassent le boulot. Et qui jouent des sociétés, qui escroquent les gens, qui passent à la télé. Et quand il y a une émission chez Julien Courbet, ou quand il y a ci ou quand il y a ça, et ben nous, on a plus de travail pendant 2 semaines. Vous voyez? Comme il y a des petits cons qui cassent le boulot, alors après, vous savez, c'est vite fait de mettre tout le monde dans le même sac. Il arrive vers quelle heure, là, normalement? Lui, il va y être avant vous. Hein. Ah bon? Ce témoignage ressemble à une confession. Tout est bon pour vous soutirer plus d'argent. En cas d'urgence, prenez le temps de choisir le bon serrurier. La sécurité des particuliers est un business qui marche bien. Encore à l'abri des escrocs, un secteur est en plein boom depuis 5 ans. Des commerciaux sillonnent la France pour vous vendre de la télésurveillance. Il s'agit d'un système d'alarme relié 24 heures sur 24 à un PC sécurité. Et vous allez voir que le discours des VRP est bien rodé. Il suffit que les gens lisent des journaux, regardent la télé. L'insécurité, elle est partout, hein, malheureusement, elle est partout. Hein. La région de Senlis, en Picardie. 80% des ventes se font dans des zones pavillonnaires comme celle-ci. Pour placer son produit, le commercial fait du porte-à-porte, un prospectus dans chaque boîte aux lettres. Voilà, donc c'est un petit dépliant. Il est rédigé à destination de ceux qui pensent que les cambriolages n'arrivent qu'aux autres. Les statistiques montrent malheureusement le contraire, quel que soit le lieu d'habitation en campagne ou en ville, que ce soit en maison individuelle ou en appartement, personne n'est désormais plus à l'abri d'un acte de malveillance ou d'un accident domestique. Voilà. Donc les gens ont ça dans leur boîte aux lettres. Ça, c'est pour leur faire prendre conscience qu'ils sont quand même un petit peu en danger, non? Voilà. C'est aujourd'hui, je dirais, des choses malheureusement qui arrivent parce qu'on n'est pas à l'abri du pépin. Bonjour monsieur. Peur et insécurité. Inlassable, le VRP répète son discours. Vous êtes le propriétaire de la maison? Locataire. Une information concernant le cambriolage. On est connu, donc il n'y a pas de souci. Hein. Non, mais pour l'instant... il n'y a aucun souci, monsieur. Bon, j'ai encore 2 chiens à la maison, là. Ouais. Ah, les animaux, il faut que ça soit des animaux de compagnie. Hein. Il ne faut pas mettre l'animal face, non, je dirais... Quand je dis l'animal, c'est un signal d'alarme, quoi. Bon, c'est quand même une protection. Ouais, oui, mais les animaux, il faut les protéger aussi. Il faut les protéger, c'est important. Hein. Voilà, monsieur. Donc il faut protéger protection. On vous souhaite une bonne journée. Merci monsieur. Hein. Pour l'instant avec le chien, je me sens plus ou moins en sécurité. Mais une alarme, ça, oui. C'est très utile. Mine de rien, le message passe. Dans le village, un foyer sur 10 a dépensé en moyenne 2000 € pour lutter contre le cambriolage. C'est le cas des Carliers qui attendent ce matin qu'on leur installe leur matériel de télésurveillance. Bonjour. C'est Parmentier, technicien. Enchanté. Ce couple a pris la décision de s'équiper après plusieurs mésaventures recensées dans le voisinage. Voilà. Ça va bien? Ça va bien. Je vous cache pas que toutes les maisons ici se sont fait cambrioler. Je touche du bois, je suis la seule. Bon, c'est peut-être le fait que j'ai un chien jusqu'à maintenant. Je suis le seul dans la cité qui a un chien. J'ai ma voisine d'en face. Enfin, c'est triste pour elle. Elle a eu déjà 2 cambriolages. Et le dernier, c'était là au jour de l'an. Alors, qu'est-ce qu'on a pour 2000 €? D'abord, un système d'alarme dont l'installation prend une demi-journée. Des détecteurs de mouvement sont placés un peu partout dans la maison.
Et puis un capteur fixé au-dessus de la porte d'entrée. Il se déclenche si quelqu'un tente de l'ouvrir sans y avoir été invité. L'ensemble du système est connecté à un petit boîtier électronique dans la cave. Voilà la centrale et à côté le boîtier qui fait la liaison radio avec tous les appareils radio. Donc ça c'est le cerveau de l'alarme. Tout à fait. Voilà. Le boîtier est en liaison permanente avec ce centre, situé en région parisienne, à plus d'une centaine de kilomètres de leur maison. Quand on vend de la sécurité, on se l'applique d'abord à soi-même. Merci. Il faut franchir 3 sas pour parvenir à la grande salle de contrôle. Nous avons ici des données qui sont très confidentielles puisque nous avons des données relatives aux clients que nous télésurveillons. Donc notre règle numéro 1, c'est qu'il soit tranquille. Et pour qu'il soit tranquille, je souhaite aussi être tranquille. Une cinquantaine d'employés se relaient ici 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les 100 000 foyers reliés à ce PC paient 20 € par mois pour être surveillés. Est-ce que vous m'entendez en appel d'urgence? Il arrive des plages où vous n'avez pas grand-chose à faire, où il n'y a pas d'alerte? C'est rare. C'est rare. Une alarme vient de se déclencher. Cet employé entre automatiquement en relation avec l'appartement en question. Avec son téléphone, il entend tout ce qu'il se passe grâce à un micro installé chez l'abonné. Qu'est-ce que vous entendez? J'ai entendu des choses claquer, tomber. Ouais. Ah. Voilà, ça claque. Vous êtes sur un site surveillé, veuillez vous identifier. Le message est lancé à l'attention des cambrioleurs. Mais ici, comme d'ailleurs dans 50% des cas, il s'agit d'une fausse alerte. Très bien, madame. Est-ce que vous voulez bien me confirmer votre mot de passe, s'il vous plaît? La plupart du temps, les abonnés oublient de désactiver leur alarme en rentrant chez eux. Mais quand l'alerte est sérieuse, les employés s'en rendent compte très vite. Parfait, monsieur. Passez une excellente fin de journée. On arrive à faire la différence entre des clients qui sont sur place, qui parlent normalement, sans problème, et des paroles suspectes. De quel type? C'est fais attention, viens, on attrape ça, vas-y doucement. C'est des trucs très 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 précis qu'on fait. On voit la différence. Parfois il n'y a même pas de paroles, il y a des mouvements, mais des mouvements particuliers. On sent les tiroirs qui s'ouvrent, on sent qu'il y a du mouvement à l'intérieur. Donc là on sait que c'est pas un client ou c'est pas quelque chose, une situation normale en fait. En retournant chez les Carlier, vous allez entendre avec le test de leur installation l'élément le plus dissuasif de ce dispositif. Quand la sirène se déclenche, son niveau sonore décourage des visiteurs qui voudraient s'attarder. Reste à se familiariser avec le système. Au début, la manipulation et le dialogue avec le centre de sécurité sont un peu laborieux. Veuillez vous identifier ou nous faisons appel au forces de l'appareil est le système d'alarme. Bob 007. Vous êtes monsieur Carlier? Tout à fait. C'est noté, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Le premier test semble légèrement inquiéter les nouveaux abonnés. Plus tard, c'est au cambrioleur que ce dispositif de surveillance doit donner du fil à retordre. D'accord, une fois qu'il s'est déclenché... La télésurveillance coupe les sirènes de chez elle. Oui. Elle vous demande l'identification. Et une fois que pour elle tout va bien, elle raccroche et les sirènes se redéclenchent. Donc c'est à vous d'arrêter le système de protection. D'accord. Il fallait le faire. Donc là, ils vont se remettre en route une deuxième fois, la télésurveillance? Je ne pense pas. Non? D'accord. Très bien. Ah bah si. Veuillez voilà. vous identifier. Bob 007. Monsieur Carlier, bonsoir. Le déclenchement est au niveau de l'entrée. Oui, tout à fait, oui. Ça fait pas de fin de journée. Au revoir. Merci. Merci. Et voilà l'autocollant. D'accord. Avec l'alarme, l'outil le plus dissuasif de cette installation est celui qui coûte le moins cher. L'autocollant signalant que la maison est placée sous télésurveillance décourage à lui seul la plupart des cambrioleurs. Il y en avait encore un encore. Du coup, Monsieur Carlier en placarde un peu partout autour de chez lui. Il a placé le plus gros sur la porte de son garage. Moi j'avais demandé le plus gros ici, parce qu'en général, d'après ce qu'on nous a dit, c'est l'intrusion la plus
la plus simple pour eux, porte de garage. Donc moi j'avais demandé le gros cuisson ici déjà pour dissuader avant qu'ils fassent quoi que ce soit. On sait jamais, hein, ça peut peut-être suffire pour les faire sauver. Donc on verra ça. Merci. Au revoir, bonne soirée. Je pense qu'on se reverra peut-être pour une intervention ou un entretien. Je suis à votre service, il n'y a aucun problème. Montpellier, le Languedoc est statistiquement la 3e région la plus cambriolée de France. Ici comme ailleurs, les forces de l'ordre observent depuis 3 à 4 ans un nouveau mode opératoire chez les cambrioleurs. Les particuliers se protègent de mieux en mieux. Du coup, les voleurs passent à l'attaque en leur présence. Et vous allez voir que ceux qui ont sévi chez la famille Samani vont être interpellés. Montpellier, le Languedoc est statistiquement la 3e région la plus cambriolée de France. Ici comme ailleurs, les forces de l'ordre observent depuis 3 à 4 ans un nouveau mode opératoire chez les cambrioleurs. Les particuliers se protègent de mieux en mieux. Du coup, les voleurs passent à l'attaque en leur présence. Et vous allez voir que ceux qui ont sévi chez la famille Samani vont être interpellés. Nous, notre maison, c'est celle juste en face, là, la blanche. Et c'est après ce qui nous est arrivé, en discutant avec les gens du quartier, on a appris que plusieurs personnes, justement, ont été visitées. Ils ont dû rentrer comme ça et probablement essayer de toutes les portes. Et celle-là n'était pas fermée à clé. En pleine nuit. En pleine nuit. Il faut tout autant fermer sa maison quand on est chez soi que quand on n'y est pas, et que mettre en route le système d'alarme quand on part c'est bien, mais pouvoir aussi avoir un système de fermeture ou d'alarme quand on est présent, notamment la nuit, c'est aussi bien. Bien penser à fermer ses fenêtres quand on est au fond du jardin. Et bien écoutez, même si vous laissez votre porte de jardin ou votre porte de maison ouverte, vous avez tout à fait l'occasion de vous faire cambrioler, même en étant présent. Ça c'est moi qui l'ai rajouté après. Et... voilà. Et même si on oublie, s'ils font sauter la clé ou même avec un passe-partout, ils seront incapables d'ouvrir. Ça vous l'avez fait dès le lendemain? Ah, le lendemain soir, je le faisais. Ils sont rentrés par là. Et pour eux, là, c'était facile d'ouvrir cette porte? Oui, elle n'est jamais fermée. Et elle communique directement? Elle communique directement dans le hall d'entrée. Tout ça s'est passé alors que le couple Samani et la grand-mère étaient endormis. Personne n'a rien entendu. Il faut un sacré sang-froid pour monter dans une maison contre. C'est vrai, hein, c'est vrai. Hein. Parce qu'en plus, il devait bien avoir des lampes torches, tout ça, parce que si on allume la lumière, là, vraiment, on se réveille quand même. On a quand même affaire à un individu qui commet des vols chez des gens qui sont présents chez eux, avec tout le potentiel d'agression qui peut éventuellement exister, dans la rencontre frontale entre un auteur qui est potentiellement dangereux et une victime qui est potentiellement inquiète. Fort heureusement pour cette famille, le face-à-face avec le cambrioleur n'a pas eu lieu. C'est au réveil qu'ils ont découvert le vol. Voilà, j'ai pris mon petit déjeuner, et puis après mes yeux se portent là-dessus, mais là il n'y avait plus rien. Voilà. Il y avait les téléphones, il a disparu, mon porte-carte. C'est pour ça que ça m'a sauté aux yeux. Une montre ici. Il m'appelle, il me dit on m'a volé la voiture, et m'ont volé la voiture. Et le porte-carte. Alors je me suis levée, après il me dit en plus mon porte-carte. J'ai dit heureusement que mon sac était à mes pieds dans la chambre. Je vais voir et plus de sac. Le sac à main de ma femme, le plus gros, est ici. Elle le pose là comme ça. Pour rentrer, ils étaient là pendant que vous dormiez. On était là, on dormait. Et donc ils ont ouvert là. Là, ils porte n'était pas verrouillée parce qu'ils ont pris mon sac comme ça, que je laisse toujours comme ça. Ça c'est le second sac. Voilà, qui m'avait pris. À ce moment-là, vous étiez où? On était au lit. On était au lit. On dormait sur ce lit. Voilà. On n'en revient pas, on est resté étonnés pendant longtemps. Parce que des fois, quand mon mari se lève, qu'il se lève plus tôt que moi, et que pour aller travailler, des fois il vient là, il fouille. Je fouille, et ça la réveille. Ça c'est bizarre. Je sens qu'il y a quelqu'un ou je sens un peu de bruit, mais là rien du tout. En quelques minutes, le voleur a réuni son butin et pris la fuite à bord du véhicule des Samani. Ce genre de cambriolage en présence des occupants des lieux est de plus en plus fréquent. On appelle cette technique le homejacking. La police nous a dit que c'était homejacking maintenant. Oui, mais ils appellent ça homejacking. Ils prennent les clés et ils partent avec. Et le homejacking, c'est quoi?
Homejacking, c'est la manière qu'ils font maintenant. Ils rentrent dans les maisons. Pour voler si vous y êtes, les clés des voitures et les voler. Parce que maintenant, comme les voitures sont un peu électroniques, ils ne peuvent plus voler les voitures. Ça fait qu'ils rentrent dans les appartements et ils nous prennent les clés. Préjudice, un peu plus de 12 000 €. Au commissariat central, la brigade des cambriolages a fait de cette affaire une priorité. Une dizaine de cas de ce genre ont été recensés au cours de l'hiver et les enquêteurs soupçonnent un même individu. L'individu que nous allons chercher lundi, c'est un délinquant multirécidiviste. Nous pouvons voir qu'il a une trentaine d'infractions. À 20 ans à peine. Vol de véhicule, menace d'atteinte aux personnes, vol effraction, vol effraction, vol effraction. À moins de 20 ans, c'est un casier déjà lourd. C'est un jeu, oui, un casier lourd. Je vous dis une trentaine de rôles à 20 ans. C'est déjà du délinquant plus que multirécidiviste, on va dire. Pour réunir le maximum de preuves, les policiers ont l'autorisation du juge d'enregistrer les conversations téléphoniques du suspect. Alors là, on est dans le local des écoutes, des interceptions téléphoniques. Dans le cas de notre affaire, c'est celle-ci. On peut voir qu'il y a 1689 appels. Sur cet enregistrement-là, le cambrioleur présumé téléphone avec un appareil volé. Il veut savoir si son numéro apparaît quand il appelle. Il s'est affiché mon numéro. Ta grand-mère, tu me prends pour un con, quelqu'un, moi. Combien de fois tu es sur un seul cas, tu m'appelles avec 100 000 numéros? Hein? Tu m'appelles avec 100 000 numéros. 100 000 numéros, d'où 100 000 numéros? Yeah, chaque fois tu m'appelles avec un numéro. Ah non, le 0608 là. Ouais, t'es à la montagne là. T'es à la montagne. Eh ouais. La façon dont il réagit ici va nous permettre de le connaître, ce qui va nous donner de l'avance après dans la garde à vue, qui va être une espèce de combat psychologique avec lui, et avec la connaissance que l'on a de lui, de ses expressions, de qui il craint. En l'occurrence, lui, il craint son père. Par exemple, un copain lui dit tu peux descendre, il dit non, il y a mon père à la maison. On sent qu'il craint effectivement son père. Et à côté de ça, ça n'empêche pas une fois qu'il est dehors, il craint personne. Même pas les policiers qui essaient de l'intercepter. Le suspect vit avec ses 3 autres frères chez ses parents de l'autre côté de la ville. Il habite dans cette cité dont la réputation n'est plus à faire. Sierra Sambin, sortie de 2 effectifs pour enquête secteur La Paillade. En prévision de son interpellation, 2 des membres de la brigade partent repérer les lieux. Le quartier est difficile. Le moment venu, il faudra faire vite. Alors l'un des officiers est chargé de localiser l'appartement où ils vont intervenir. Oui, il va falloir entrer dans une dalle. Là, il faut être discret parce que il est chaud. Voilà, c'est bon. Il est là. D'accord. Là, pareil, on va vérifier avec la clé. Le policier utilise un jeu de clés qui ouvre les portes d'entrée de la plupart des immeubles. Voilà, c'est bon. Là, par contre, il faut être discret. C'est un malin. Lui, c'est un malin. Les tâches, je sais pas, on va essayer de voir comme tout à l'heure. Le suspect habite au premier étage. Un coup d'œil rapide sur sa porte et il faut redescendre pour ne pas attirer l'attention. Premier étage gauche, c'est bon. Donc là, il faudra faire gaffe quand on viendra, parce que c'est au premier étage. Donc il faudra mettre des mecs dans la rue. À tout moment, il peut sauter. Voilà. Donc pour ça, c'est important d'avoir fait la vérification, rien que pour ça. 24 heures avant l'heure H de l'interpellation, réunion avec le capitaine de la brigade. Les dernières écoutes sont bonnes, elles apportent de nouvelles preuves. Voilà les gars, c'est bon. Ah, que ça donne. On a des aveux de... Comme quoi ils crament les voitures, hein, si on écoute. Hein. Ils ont cramé 3 voitures. Mais pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils ont cramé la voiture à un mec et elle a tout pris. Le jeune délinquant reconnaît avoir mis le feu à des véhicules qu'il a volés.
Ok, bon, mais c'est pas mal. Ça les coûte, hein. Avec les 3 gars. C'est bien. Alors les HNO, ça veut dire les policiers. J'ai fait de l'argent. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de conversations en langue étrangère, notamment maghrébine. Hein. Donc on a fait appel à un traducteur qui a exploité cette écoute et qui nous a dit les termes qui revenaient souvent. C'est-à-dire je me suis enfui là. Comment on a fui les policiers. J'ai pareil que ça avec la voiture sur pont. La carte, le code et tout. Là, ils parlent qu'ils ont une carte bancaire, qu'ils ont fait 1000 € d'achat, qu'ils ont le code. Carte volée présumée, et il le dit. 1000 € d'achat dans un magasin de parfum. Ils vont faire leur beurre, non pas dans la qualité de l'infraction, mais dans la multiplicité de l'infraction. Donc, comme ils vont faire 3, 4, 5 fois le même type de fait dans une semaine, ils arrivent à vivre avec ça. Ils ne cherchent pas spécialement le gros coup. Ce qu'ils cherchent, c'est le coup facile. « 6 heures du matin le lendemain. Direction La Paillade. La brigade des cambriolages se présente chez le suspect. Dès l'ouverture de la porte, les policiers s'engouffrent dans l'appartement. Ils ne rencontrent pas de résistance. Les 4 frères dorment dans la même chambre. Voilà celui qu'ils sont venus chercher. Attendez, je me change. Viens ici. Je peux me changer. Viens ici. Assis-toi, le frère. Mais je dois aller travailler, moi. Ah bah tu vas. Assis-toi. Je vais travailler, mon gars. Combien? Les 4. Comme toi, t'es réglé. Là, t'es réglé. Allez. Je me change. Non, pour l'instant, ne fais pas. Il n'y a pas de souci. En temps et en heure. Mais je vais pas aller comme ça, là. Je vais me changer. Tu vas pas y aller comme ça. Tu te changeras même partout. D'accord? Il n'y a pas de souci. On va discuter là. On va discuter bien. Pourquoi? On va t'expliquer pourquoi on est là. Parce que je vais me changer, alors. Je vais pas partir comme ça. On va t'expliquer dans la pièce à côté. Là. Bien, pour l'instant. Monsieur. C'est la police, monte tes mains. Montre-moi tes mains, jeune homme. Voilà la commission rogatoire. Dans le cadre de cette commission, je vous place en garde à vue. D'accord? Ça donne de quand, ça? Ça, c'est pas important. On est sur toi depuis plusieurs mois. Maintenant, tu es en garde à vue. D'accord? À partir de 6h45, moment de ton interpellation. Les cambrioleurs gardent leur butin très peu de temps. Les objets qu'ils volent se revendent très vite. Ce matin, la perquisition n'aura rien donné. De retour au commissariat, l'interrogatoire commence tout de suite. Vous me dites même pas pourquoi je place en garde à vue? Je te l'ai dit lors de l'interpellation quand je t'ai notifié. La garde à vue, je t'ai exhibé la commission rogatoire et je te l'ai lu. D'accord? Si tu veux, je peux te la relire. Vol en réunion avec effraction et dégradation. Violence volontaire avec arme sur agent dépositaire de l'autorité publique, c'est-à-dire un CRS. Destruction volontaire par incendie, au pluriel. Et recel de vol aggravé. D'accord? Cette commission rogatoire a été délivrée le 19 janvier. Je ne me suis jamais pris au CRS. Mais c'est très bien. Ça, c'est pas la chose à venir maintenant. Pour l'instant, c'est les droits. Après, on rentrera dans la procédure avec les auditions. Voilà pourquoi tu es en garde à vue. Au début, le suspect nie. Pris la main dans le sac quand il avait 16 ans, il sait qu'il risque beaucoup plus gros aujourd'hui, alors qu'il est majeur. À l'époque, tu cambriolais, moi. Tu me souviens Cambriolé? J'ai jamais cambriolé. Tu rentrais un petit peu dans les maisons, il me semble. Mais avant, mais maintenant que j'étais majeur, j'ai jamais fait ça depuis que je suis majeur. Donc ce type de choses-là, tu le fais plus, ça? Non, je le fais plus depuis mineur. Depuis que tu es majeur, tu le fais plus. Ça fait 2 ans que tu fais plus rien. Voilà. Oui, je le fais plus, ça. Entrer dans les maisons, piquer les bagnoles, c'est fini tout ça. Bien sûr que c'est fini, ça. D'accord. Le mardi 6 juin, tiens, qu'est-ce que tu avais fait là? D'avoir soustrait un sac à main et un portefeuille, et que le portefeuille
et le sac à main se trouvaient dans le hall des habitations qui rentraient chez eux là, non, pour piquer. Vous avez la preuve. Dans le sac à main. Comme vous êtes rentré chez eux, vous l'avez en sous vos yeux. Ben oui, non mais je pose la question parce que pour savoir si toi tu t'en souviens. Tu t'en souviens de ça? Mais oui. Ah d'accord. Donc il t'arrive de faire des conneries alors. Ça date de quand ça, voyons. Janvier, je crois. Janvier? Ah d'accord. Bon mec, fais plus de conneries. Hein. Tu as arrêté quand là? Tu as arrêté fin janvier alors. Moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est comment tu as pu rentrer dans ces villes-là, les portes ouvertes. À chaque fois, tu tombais sur les portes ouvertes. Tu dis que t'étais pas un casseur, les portes sont ouvertes. Tu rentrais comme ça. Oui, c'est les gens qui font un point, c'est pas moi qui les casse les portes. C'est eux qui n'ont pas mis le verrou. Mais les gens sont à l'intérieur. Ils ont dit qu'elles étaient cassées les portes, non? Non. Ça te faisait quoi de rentrer avec des gens à l'intérieur? C'est le matériel que tu cherchais ou c'est les voitures? C'était pour rentrer... C'était éviter d'entrer à pied? Voilà, pour rentrer, c'est C'était pour rentrer. T'as besoin de voiture. Les aveux étant enregistrés, direction la cellule. Les Samani et les autres victimes ne retrouveront aucun de leurs biens. Les voitures ont été incendiées, le reste vendu et dépensé. Le cambrioleur présumé risque 2 à 3 ans de prison ferme. Miami en Floride. Paradis des vacanciers et des milliardaires. Mais ici, on enregistre aussi 5 fois plus de cambriolages qu'en France. Le homejacking est l'une des terreurs des retraités et des résidents les plus favorisés. Dans la région, 2 personnes sur 10 habitent dans un lotissement sécurisé. Pour vivre tranquille, ils ont choisi de vivre retranchés. Le Nec Plus Ultra se trouve à 500 mètres à vol d'oiseau des plages de Miami. Il s'agit d'une île entièrement protégée dont l'accès est interdit aux visiteurs. Pour prendre le ferry qui conduit à Fisher Island, le contrôle est draconien. En fait, vous ne voulez pas de pont? Non, aucun pont. C'est la seule propriété comme ça aux États-Unis où l'on arrive par un ferry. L'accès est fermé, nous pouvons ainsi contrôler qui arrive et qui part. Le chef de la sécurité nous conduit au point névralgique de l'île, au centre de contrôle, où l'on enregistre les faits et gestes de toute personne présente à Fisher Island. L'autorisation part d'ici, puis elle est transmise au terminal du ferry par lequel vous êtes arrivé. Votre nom est inscrit sur une liste. Les résidents veulent un environnement sûr. Nous sommes là pour le leur garantir. Sí, pero aunque nosotros tengamos registrado todo esto tiene que ser nuevo. Aunque tengamos... Nous savons très précisément qui se trouve sur l'île. Tout visiteur admis à passer quelques heures ici doit arborer un badge. Le périmètre des plages et de la marina est balayé par des caméras, omniprésentes sur ce lopin de terre ultra sécurisé. Pour rassurer encore un peu plus les résidents, un bataillon de vigiles patrouille sur l'île. Voilà une autre unité de patrouille. C'est l'Alpha 23. C'est comme des policiers. Comme des policiers? Oui, absolument. Ils portent un revolver? Non, pas de revolver. Tout sauf des armes. Pourquoi? On ne veut pas prendre cette responsabilité. Évidemment, les 87 hectares de ce paradis sous haute surveillance ont attiré quelques stars qui raffolent de la Floride, mais qui craignent pour leur sécurité. On murmure les noms du comédien Eddie Murphy ou des chanteuses Cher et Mariah Carey. Impossible toutefois d'avoir confirmation de l'identité des propriétaires des plus belles demeures de Fisher Island. Une chose est sûre, on peut vivre ici sans mettre un pied sur le continent. Il y a des commerces, une banque, une poste, des restaurants et même une école. L'inscription à l'année coûte $25 000.
Cette jeune femme travaille pour l'unique agence immobilière de l'île. J'adore travailler ici parce que tout le monde est toujours en bonne humeur. Yeah. Même les employés, tout le monde est heureux, c'est bien. Tu vois, ils ont leur health insurance, ils sont bien payés. Tout le monde sourit et content. C'est parce que, you know, yeah. Mon appartement a la plus belle vue. It's a great apartment. C'est super belle parce que c'est tout près de l'eau. Depuis 20 ans et les débuts de ce projet, le prix du mètre carré n'a cessé d'augmenter. L'appartement que nous pouvons visiter n'est pas très grand, mais il coûte cher. Voici, c'est un appartement 2 pièces seulement, et elle est directement sur l'eau. Un appartement comme ceci peut se vendre pour, moi je dirais, 2,5 500 000 $. Et la raison, c'est parce qu'elle est directement devant l'eau. Ça n'existe plus. Oh, this is beautiful. Qu'est-ce que vous pensez de la sécurité ici? Je me sens vraiment à l'abri. Pas de problème, je laisse mes fenêtres ouvertes, je ne ferme jamais la porte à clé. Je me sens vraiment en sécurité. Une façon de vivre impensable à Miami. Le taux de criminalité de la ville est l'un des plus hauts des États-Unis. Difficile de réaliser qu'à 500 mètres de là, quelques privilégiés peuvent déambuler en toute tranquillité dans leur ghetto de grand standing. Même si à Fisher Island aussi, il y a des délinquants qui ont sévi. Le crime le plus grave qu'on ait connu, c'est l'enfant d'un résident qui conduisait illégalement une petite voiture de golf. C'est l'endroit le plus sûr du monde. Les résidences sécurisées se développent un peu partout sur la côte Est et en Californie. Et le phénomène débarque en Europe. Des promoteurs proposent en France des projets pour clients fortunés en quête de sécurité. Quelques mots encore pour conclure. L'évolution rapide des technologies offre au public de nouveaux produits pour protéger les biens. Ils sont de plus en plus élaborés, donc de plus en plus chers. Chaque maillon de la chaîne, du fabricant à l'assureur, cherche à tirer profit du sentiment d'insécurité. Leurs méthodes sont en majorité, il faut le dire, honorables, mais pas toutes. Voilà, ce droit de savoir est maintenant terminé. Merci de l'avoir regardé. Bonsoir.